L'écologie de l'énergie et du développement durable, Nathalie Fontrelle également, et nous rejoint maintenant le climatologue Jean-Pascal Van Ypersel, vous rejoint à Copenhague. Il est le vice-président du GIEC et il est professeur à l'Institut d'astronomie et de géophysique à l'Université catholique de Louvain. Bonjour monsieur, vos attentes Bonjour. pour Copenhague en tant que vice-président de ce groupe intergouvernemental d'études sur le climat? Je crois que le GIEC a suffisamment montré qu'il était grand temps d'agir, même si le GIEC ne peut pas se prononcer sur des chiffres qu'il faut atteindre, parce que ça dépend de choix politiques qui doivent être faits indépendamment. Mais on attend, je pense, dans toute la communauté scientifique, un accord ambitieux qui va vraiment protéger le climat et qui va permettre aussi le développement durable dans les pays du monde entier. Vos analyses sur la nature du réchauffement climatique sont fiables à 100%? Écoutez, les scientifiques, ils sont jamais sûrs à 100%. On est toujours sûr jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose de nouveau. Mais en ce qui concerne les observations sur le réchauffement, le GIEC a été extrêmement clair. Ce réchauffement à l'échelle globale, il est sans équivoque. Il est aussi, si on regarde les 50 dernières années, sans précédent au cours au moins des 1000 dernières années. Encore une fois, si on parle à l'échelle globale, et donc là, les choses sont très claires. Le réchauffement, il est bien en route. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière ce réchauffement, en ce qui concerne les causes de ce réchauffement, le GIEC est également très clair sur le fait que le facteur principal à cette échelle de temps-ci, l'échelle des 50 dernières années, l'échelle du siècle, ce sont bien les activités humaines et pas des facteurs naturels dont tous les aspects ont également été étudiés de près. Et intégrés, j'imagine, à vos analyses. Absolument. Quelle est la nature de de la recommandation que vous faites aux politiques du monde entier? Mais je dirais que la première recommandation, c'est de lire les rapports du GIEC et d'en apprécier toutes les nuances et de décider alors sur cette base-là quel choix ils font. Est-ce qu'ils laissent aller la planète vers un climat qui pourrait monter vers 6 degrés à la fin du siècle, ou bien est-ce qu'ils préfèrent, tenant compte des impacts attendus si le climat se réchauffe trop, faire ce qu'il faut pour garder la planète à une température qui ne dépasserait pas 1 degré ou 1,5 degré au-dessus de la température actuelle. Ça, c'est un choix politique, c'est pas un choix que les scientifiques peuvent faire. Le rôle du GIEC, c'est de fournir toutes les informations à propos des différents scénarios et d'éclairer les choix le mieux possible. Mais c'est la responsabilité des politiques de faire les choix et de mettre les choses en œuvre. Le GIEC essaie de fournir les meilleures informations possibles. On va passer au standard où Marc nous appelle de la Loire. Premier appel de cette interactive. Bonjour Marc et bienvenue sur France Inter. Bonjour tout le monde. Alors, Monsieur Borloo, comment les systèmes politiques de droite ou de gauche peuvent-ils véritablement relever le défi écologique alors que ce sont leurs propres logiques et gestion économique qui génèrent ces désastres écologiques? Merci Marc pour cette question. À Jean-Louis Borloo qui vous répond depuis Copenhague. Écoutez, monsieur, construire des bâtiments qui soient à peu près étanches, basse consommation, par rapport à un parc aujourd'hui qui est de près de 300 kWh au mètre carré, ce sont des mesures à la fois techniques, c'est aussi une volonté de la population de le faire. Faire des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments se relève absolument du même processus. Multiplier par 5 les offres de transport public dans les agglomérations pour avoir un choix alternatif, c'est une décision à la fois citoyenne et collective, et j'allais dire, quelle que soit la sensibilité politique des uns et des autres. J'observe d'ailleurs sur ce sujet-là, ce qui est le plus fascinant d'une certaine manière, c'est que c'est un langage commun du monde, où que vous soyez. Que vous viviez dans un pays démocratique pluraliste, que vous viviez dans un pays de parti unique, que vous viviez dans des systèmes économiques ou politiques aussi différents que ce que connaît la planète, en réalité, le langage est le même. En réalité, la volonté de ne pas continuer le modèle tout fossile, tout carbone,
est complètement partagé, quel que soit l'état de richesse, de pauvreté, de latitude ou de longitude. Mais en même temps, j'imagine que dans la question de Marc, il y avait aussi la réflexion sur la croissance. Est-ce que vous, Jean-Louis Borloo, vous êtes encore défenseur d'un modèle économique fondé sur la croissance quand d'autres peuvent vouloir une décroissance éventuellement pour prendre les deux bouts du spectre? Et c'est une façon très théorique de poser la question. Est-ce que je suis pour un énorme chantier thermique des bâtiments France d'un peu plus de 600 milliards? C'est à la fois changer de modèle énergétique et c'est en même temps faire de la croissance et de l'emploi. Est-ce que nous sommes favorables à des voitures décarbonées? Est-ce qu'il faut mettre toute notre intelligence vers cela? Et on est absolument capable de le faire. Oui, évidemment, c'est pas de la décroissance, c'est faire des choix alternatifs d'investissement. Est-ce que nous sommes pour le développement des énergies locales, tout simplement locales, de la géothermie, du vent, de la mer, du soleil? Évidemment, mais c'est l'intérêt du monde entier, pas seulement de tel ou tel pays, revenir à des systèmes de proximité. Produire plus localement, consommer plus localement. Voilà, alors, est-ce que à la finale, sur un très mauvais instrument de mesure qui est le PIB, est-ce que ça se traduit par beaucoup de points de plus ou pas au PIB? Franchement, c'est un problème assez secondaire. Ce que je sais, c'est que notre compétitivité de demain, notre efficacité dans tous les domaines et au fond, un certain art de vivre et bonheur passe par cette croissance verte. Alors la parole ici à Paris à Vincent Courtillot. Vincent Courtillot qui est en train de prendre des notes. Vous souhaitiez intervenir, allez-y. Très rapidement, en ayant entendu les deux précédents intervenants, il y a mélange de plusieurs discours, ce qui est tout à fait compréhensible et c'est très important de prendre le temps de les séparer. Le message, y compris tout à l'heure dans le billet de Bernard Guetta, qui dit être plus raisonnable, consommer des ressources qui sont limitées, on sait que le pétrole sera épuisé dans quelques dizaines d'années, ne pas gaspiller, tous ces langages-là sont évidemment extrêmement raisonnables, il faut tout faire pour aller dans ce sens-là. Mais il ne faut pas passer de l'autre côté de la selle du cheval. Et je reviens là aux affirmations du vice-président du GIEC, là, pour qui j'ai tout à fait le plus grand respect, si ce n'est que je demande le droit au débat dont nous parlions plus tôt dans l'émission ce matin. On n'est jamais sûr, comme le disait le vice-président, à 100%. Il a dit quoi ? Il a dit que l'observation du réchauffement était sans équivoque. Je dirais, parce que je n'ai pas le temps d'aller plus vite, oui, c'est vrai, il y a un réchauffement global, mais il est très différent, par exemple, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et quand on essaie de refaire les courbes du centre de données anglais qui a beaucoup fait parler de lui depuis 15 jours, et qu'on essaye de les reproduire, alors qu'il est le seul pratiquement à les fournir, on ne les retrouve pas tout à fait. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas qu'il y a de tricherie. La science, ça consiste à faire des erreurs, mais les courbes ne sont pas tout à fait exactes. Quand le vice-président dit c'est sans précédent depuis 1000 ans, il a juste choisi le bon chiffre. Il y a 1000 ans, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Pendant 2 siècles, autour de l'an 1000, comme nous l'a appris le roi Ladurie et d'autres depuis longtemps, le climat en Europe permettait de faire du vin à Londres. Et quant au Groenland, la glace y était nettement inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Les Vikings s'installaient, il y avait de l'herbe, il y avait des maisons, il y avait des églises qui sont aujourd'hui révélées par le retrait des glaciers. Quant aux causes, eh bien, le problème est d'être certain... C'était pas la Normandie non plus, hein. C'était pas la Normandie non plus, mais bon, est-ce que vous avez envie ce matin, Nicolas, de vous dépêcher d'aller habiter quelque part dans le nord de la Norvège? Il y en a qui aiment ça. Pourquoi pas, Pourquoi pas? priori. Donc ça ne devait pas être pire que le nord de la Norvège, où il y a des cerisiers au printemps et des cerises délicieuses. Alors, finissez votre Et je finis en disant raisonnement. que les causes, à notre avis, ne sont pas établies. Dire que le gaz carbonique d'origine humaine en est probablement l'un des responsables est très raisonnable, si ce n'est que depuis quelque temps, eh bien les courbes ont décroché. Ça fait 10 ans, on ne le dit pas assez, que la température moyenne du globe descend et que l'activité du Soleil descend. Donc la température du globe continue à suivre le Soleil mieux qu'elle ne suit le gaz carbonique. Les deux ont sans doute un effet. Le GIEC dit gaz carbonique 90%, Soleil 10%. Nous disons que les travaux récents pourraient inverser cette proportion. Oui, Jean-Pascal Van Ypersel, peut-être une réponse à ce que vient de dire Vincent Courtillot. C'est important d'avoir ce moment de controverse scientifique en direct. Tout à fait. Moi, je suis pour les débats et j'ai aucun problème à débattre de toutes les affirmations de M. Courtillot. Je ne suis pas d'accord avec une bonne partie d'entre elles. Les courbes dont on parle, les courbes de température, sont bien des courbes de température globale. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie, que je connais, mais ces travaux portent sur l'Europe. On parle justement ici d'une augmentation globale. Et bien entendu, quand il y a une moyenne, il peut y avoir à l'intérieur de cette moyenne des endroits où les évolutions sont différentes. Alors,
Les conclusions du GIEC à propos du rôle prédominant du CO2 et des gaz à effet de serre sont basées sur des lois physiques qui sont connues depuis très longtemps, qui sont intégrées dans les modèles climatiques qui permettent de parler du futur, ce que simplement l'analyse des données du passé a plus de mal à faire.